François Bon, alors c'est Balzac? Non, c'est pas Balzac, parce que Balzac, c'est plutôt le soir, c'est ces moments-là, en fin d'après-midi, où tu te sens qu'il faut que tu partes en voyage. Et le voyage intérieur, ben, c'est ouvrir, là, laisser ce que j'ai commencé à faire, alors, puis tous ces bouquins, tous ces trucs de biographie, ces recherches, oh là, ça va m'emmener longtemps. Et cette idée là de passer un hiver en entrant comme ça dans ce monde littérature, j'ai fait que ça là depuis 2 mois, mais ça ne me fait pas, ça ne m'écarte pas d'un autre rendez-vous. Et lui, c'est un rendez-vous du matin. Et c'est 2 énergies différentes. Est-ce que c'est la même chose? Oui. Qu'est-ce qu'est la même chose? C'est qu'on parle de comment un bonhomme écrit. Comment un bonhomme travaille sur lui-même pour être dans ce rapport au monde, là où quelque chose s'invente qui passe par la langue et la phrase. Et ça, pour moi, pourquoi Howard Phillips Lovecraft est important? Évidemment, c'est l'invention fantastique. Le même niveau, même absolu que Edgar Poe ou Borges. Lovecraft a beaucoup lu Edgar Poe, Borges a beaucoup lu Lovecraft, comme nous tous. Mais chez Lovecraft, c'est énormément documenté. C'est comme si on faisait un chantier archéologique, là, où on a tout. Qu'est-ce qu'il mange? Comment il dort? Où il dort et combien d'heures il dort? Et il marche 20 km par nuit, il est allé où? Il a fait quel trajet? Il a vu qui? Et puis, il y a les lettres. Il écrit continuellement. Tenez, il y a ce livre-là. Esti Yoshi, Letters from New York. Vous voyez, c'est du écrit serré. C'est date par date. Il y a les petits crobards, là. C'est une documentation incroyable. On est presque heure par heure avec H.P. Lovecraft. Alors, c'est quoi le document majeur? Chaque année, il avait des petits carnets. Je ne suis pas possesseur du petit carnet de H.P. Lovecraft, mais celui de 1925, ça c'est celui de 1933. C'est quelque chose qui ressemble à celui-ci, au plus près. D'ailleurs, celui-ci, c'est un de 1925, The Shaw Candle Engineering, à Toledo, dans l'Ohio. Et c'est exactement le même, parce que au début, vous avez les petites notes personnelles, le faux col, le numéro de téléphone, en cas d'accident, qui prévenir, et puis il y a les poids et mesures, et puis ensuite il y a les villes des États-Unis, et puis leur nombre d'habitants, et puis il y a des conseils de première urgence, et puis il y a des petites notes là, si vous voulez, memoranda, et puis ensuite, là, vous avez des petites cases avec des petits numéros, et là vous avez, là, juste, vous voyez, c'est à peine 2 cm pour dire ce que vous avez fait dans la journée ou les rendez-vous que vous avez. Eh bien ça, Lovecraft va tout marquer là, avec des abréviations, des pattes de mouche, et ça va fabriquer le compte-rendu de son année. En plus, pour lui, c'est utile parce qu'il s'en sert justement pour écrire à ses vieilles tantes restées à Providence toutes les semaines. Alors il y a des cartes et puis un autre truc à la fin, par exemple les recettes, qu'est-ce que vous avez dépensé, si vous avez payé votre loyer, tout ça, il s'en acquitte scrupuleusement. Chaque année, il s'achète ce petit agenda. Et quelquefois, on lui offre, par exemple, en 1927, c'est sa compagne Sonia qui lui en offre un très joli à bord doré, comme ça. Alors ça aussi, je les ai vus là à Providence, là où sont conservés ces manuscrits, et depuis sur eBay, à chaque fois que j'en repère un comme ça, je l'achète. C'est pas cher, mais puis c'est un petit peu du fétichisme. On va regarder ça de plus près, parce que 1925-2025, tu comprends, il y a 100 ans. C'est-à-dire que si on voyage comme ça, au jour le jour, toute l'année 2025, on peut trouver pour chaque jour qu'est-ce que H.P. Lovecraft. Pourquoi c'est important aussi? Justement parce qu'il réside à New York. Il emménage à Brooklyn le 31 décembre 1924, et puis vers le 6 janvier 1926, il a décidé de revenir à Providence. Il restera toujours un voyageur, un arpenteur.
il reviendra à New York chez son ami Frank Belknap Long, mais ça ne sera plus du tout cette même année trou, cette année où est-ce que la ville lui est favorable, et la ville le fascine, mais en même temps c'est pas... Les grandes fictions viendront justement au retour. Or, Toulouse, qui sera justement 1926, en 1925, toute cette année à New York, c'est plutôt un retour sur lui-même. C'est l'année où il fait son essai sur la littérature surnaturelle. C'est aussi une année extrêmement riche, justement du point de vue des amis, en particulier là dans l'immeuble où il est, juste la chambre au-dessus, il donne des coups de balai au plafond pour sur le radiateur, bam 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 bam, pour se retrouver. Il y a un gars qui s'appelle George Kirk, qui vient de Cleveland, dans l'Ohio, qui lui cherche à monter une librairie. Enfin, c'est ce qu'il fait. Et lui aussi documente, comme les Belknap Long, qui sont les amis les plus proches de Lovecraft, qui resteront toujours le documentent. Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi? On a... Vous savez, en mai 1924, il vient de se marier avec Sonia Davis, qui est une femme un petit peu le même genre de famille que Bob Dylan, une famille d'Odessa. Sa mère a immigré, a laissé la petite Sonia pendant un temps en Angleterre chez une sœur. Ensuite, les deux gamines l'ont rejointe. Sonia a été mariée à un gars plus vieux qu'elle, donc elle vit avec sa fille adolescente. Lovecraft se retrouvera là, le père par procuration de cet ado. Et tout s'annonce bien, sauf que la pauvre Sonia, elle emprunte pour ce magasin de chapeaux dont elle rêve sur la 5e avenue. Lovecraft lui-même participe et il monte les étagères et tout ça. Et des problèmes de santé, elle va devoir passer un mois là, dans un genre d'établissement pour se soigner. C'est la faillite, etc. Elle va trouver du boulot, justement, à Cincinnati, dans l'Ohio. Encore plus tard, un boulot à Chicago. Et le mari, il devrait la suivre. Non. Il décide que non, parce que ça n'intéresse pas l'Amérique au toit plat. Lui, il faut soit Providence, soit New York. Alors qu'il pourrait aller à Chicago avec elle, non, il va rester, et il se prend une piole, là, dans une espèce d'immeuble avec des petits studios là, à tous les étages, et Sonia reviendra une fois par mois, etc. Donc ils sont ensemble, mais Lovecraft vit seul. Et ensuite, ça se rabibouche pas. Ensuite, ce sera un divorce qui ne finira pas. Ça, je l'ai raconté ailleurs. Et elle, finalement, elle partira en Californie. Et c'est seulement, alors que Lovecraft meurt en 1937, vous savez, à 46 ans, qu'elle découvra que son mari est devenu un auteur maintenant ultra célèbre, légendaire, mais elle a le mauvais rôle là-dedans. Alors que quand même, elle l'a soutenu financièrement, à la force du poignet, et puis ses heures de boulot qui n'étaient pas très marrantes. Et Lovecraft, contrairement à ce qu'il lui avait promis, n'a pas finalisé les derniers papiers du divorce. Donc elle découvre qu'elle est bigame, et elle écrit là ce mémoire sur la vie privée de H.P. Lovecraft. Alors vous voyez, toute cette documentation. Alors attendez, 100 ans, mais moi j'ai un autre anniversaire. C'est que j'étais tellement fasciné là, par ma découverte de Lovecraft en 1910, pas ma découverte des textes de Lovecraft, mais la découverte de Providence, le 26 avril 2010, je m'en souviens. Et puis se mettre à traduire, d'abord pour soi, puis ensuite découvrir tout ce qu'il y avait à retravailler, parce que les textes étaient neufs, parce que, etc. Tout ça aussi, j'en ai parlé à Tire-Larigot, il y a 9 petits volumes publié chez Point, et pour moi c'est une sacrée fierté. Et puis il y avait cette espèce de texte là, de se dire non mais voilà quelqu'un qui raconte au jour le jour ce que j'ai dit tout à l'heure, de ce qu'il mange, comment il dort, où il marche, qui il parle, etc. Et puis en plus, les films qu'il voit, par exemple. Mais les films qu'il voit, mais on peut les retrouver un par un. Et quand on les regarde, ces films, qu'est-ce que ça nous fait, là, d'être réimmergé dans l'invention filmique ou la radio, hein.
New York en 1925. Ou qu'est-ce qui change dans l'appropriation du monde parce que par échange radio, on peut suivre tel bateau là qui explore les fonds marins ou vivre en direct par la presse le sauvetage là d'un spéléologue dans les immenses cavernes qu'on découvre en Virginie, ou bien les expéditions polaires, même si Bird ce ne sera qu'en 1928. Il y a Asmussen là, qui va traverser le pôle Nord en ballon, le premier. Et puis ça, mais par les journaux et la radio, les longues fréquences, non, les ondes courtes, c'est plutôt le contraire. On va pouvoir les suivre là au jour le jour, et l'invention fantastique va naître de ça. C'est pour ça que pour moi, cette année 1925, qu'est-ce qu'elle est radicale. C'est-à-dire que tu vois en direct des mutations du monde. Et un monde, vous savez, on est juste en amont de la Grande Dépression, et puis l'Europe, non, plus tard, ce sera Mussolini, ce sera Hitler. On est dans un monde qui est lourd, qui comporte du glauque. Le New York Times, quand il désigne un noir, il appelle ça négro. Et là encore, c'est quand on doit penser comment quelqu'un de la richesse de H.P. Lovecraft peut être sur des pensées aussi réactionnaires ou identitaires et les assume. Tout ce travail sur le contexte, voilà, moi c'est tout ce que j'avais à ouvrir. Et en 2015, eh bien justement, c'est pour ça que je m'étais rendu 2 mois à Providence. J'ai eu l'aide là d'une mission Stendhal, merci. Et je me retrouvais là, dans cette bibliothèque de la Brown University, où il y a les manuscrits, avec là mes petits carnets. C'est là où j'ai trouvé donc ce diary, mais c'est là aussi où j'ai trouvé le carnet de 1933, et j'ai trouvé aussi les petits calepins qu'il avait cousus lui-même de son Commonplace Book. Et c'est vrai que pour moi, ça a été encore un autre chambardement, parce que le 1er janvier 2015, donc il y a exactement 10 ans, vous voyez, c'est un double anniversaire, 100 ans, 10 ans. Il y a 10 ans, je lançais un blog. C'était même un site que j'avais dédié, lovecraftmonument.com. Et là, tous les jours, je mettais... allons voir, tenez, je vous montre. Ordinateur. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, il est plus beau dans cette numérisation-là. Personal, Lovecraft, 169 Clinton Street, à Brooklyn. Le téléphone... Main 1401 sera toujours très important aussi, l'irruption du téléphone dans la vie de Lovecraft. En cas d'accident, prévenir sa vieille tante à Providence, Waterman Street, et puis sa taille, 5 pieds 11 pouces, et il y a même le numéro de sa montre, la marque et le numéro de série 403 45 02. Sa pointure pour les chaussures, 8, et la taille des... Oh, ils ont tous des faux cols, c'est... Pareil, hein, même s'il y a des douches à New York, il va prendre des douches de temps en temps. Là, on n'en a pas chez soi. Oh, laissons tomber, il y a la taille des caleçons. Je ne vous embête pas avec ça, mais lui, c'était du 44. Alors, là, tout ce qu'on trouve là, comme ça dans ces petits calepins, oui, tous comme celui que je vous ai montré, les règles de sécurité pour les piétons. Tiens donc, ouais, c'est que les bagnoles ça fonce en 1925. Et réciproquement, des conseils aux conducteurs pour se tenir sage dans les rues de New York. Et puis voilà, le janvier 1925, ce 31 décembre 1924, je me suis installé dans une chambre plutôt large et dans un immeuble de goût au 169 le Clinton Street dans le Heights, Brooklyn Heights, je ne sais pas comment vous prononcez. Et puis, premier jour, New York. Et là, j'ai mis les derniers trucs dans la valise et je suis passé manger chez les Belknap. On fait quelque chose avec ça ? Peut-être pas, mais quant à ça, 365 fois. Et regardez comme c'est dense, comme c'est dense. Et puis, pour chaque allusion, vous pouvez remonter la piste. Ils mangent dans des trucs qui s'appellent des automates.
C'est quoi les automates à New York en 1925? Eh ben, tu vas trouver un livre qui s'appelle Histoire de la restauration à New York. Et puis tu vas trouver aussi des photos de ces automates et ce sera vachement important. Tu vas te retrouver là dans des mondes presque à la Hopper et les lettres qu'il envoie. Ben, s'il mentionne une lettre, oui, bien là, tu vois, discussion avec Loveman, on se retrouve à l'automate, justement. Eh bien, c'est qui Loveman? Qu'est-ce qu'il partage avec Loveman? Et Loveman, c'est comment dans les conversations, dans les lettres de Lovecraft, ou les fictions de Lovecraft, Loveman sert souvent comme une espèce de double. Je me suis endormi, j'ai dormi dans ma chaise. Puis ensuite, la nuit suivante ou précédente, il a marché toute la nuit. Et regardez si on fait défiler ça. Alors, moi, c'est une expérience que j'ai fait tous les jours, toute l'année 2015. Alors, et justement, après, au mois de septembre, c'est là où, avec le Commonplace Book, avec le journal, le carnet de 1933, j'ai un peu calé. Mais j'ai quand même continué. Simplement, j'ai pas fouillé tout à fond. Et pour moi, ça restait toujours quelque chose là devant. Alors, qu'est-ce que je faisais parallèlement? Eh bien, j'ouvrais le New York Times. D'abord, Lovecraft le lit tous les jours. Il n'est pas abonné, mais on va boire un café à 25 cents. Et là où on boit le café, il y a, vous savez, c'est ces grandes tiges de bois avec le journal enroulé. Et puis, chaque fin de semaine, il y a le Times Literary Supplement. Et là, on le déchiffre, même si il fera quoi pour avoir son nom dans les Times, Lovecraft? Il l'aura une fois, juste après sa mort, évidemment. Mais précisément là, tout d'un coup, c'est là où le contexte, où c'est plus un auteur abstrait, c'est quelqu'un qui est dans la ville, et il se passe quoi dans cette ville? En janvier, c'est la tempête de neige, mais ensuite ce sera la canicule. Et puis il y a les grèves, et puis il y a les accidents de métro, et puis cette exploration, moi chaque jour. Alors, qu'est-ce que tu peux en faire? Chaque fois, j'essayais de prendre un article, pas au hasard, quelque chose dont je sentais que ça accrochait sur ce truc de l'époque. La première fois où justement le New York Times arrive à envoyer une photo simultanément à son équivalent du Chicago Tribune, je crois, et puis le San Francisco Herald, et que la même photo est publiée le même jour par 3 journaux. Ça, par exemple, alors chaque jour dans ce blog, alors cherchez pas, il a disparu. Je regrette, mais c'est comme ça. Je peux plus le reconstruire. Enfin, du moins, j'ai pas envie. Par contre, qu'est-ce que j'ai gardé? Ce que j'ai gardé, c'est une autre archive. C'est alors quand je l'ai ouvert, là maintenant j'ai commencé à le reformater, le mettre en page. Alors vous voyez, ça prend cette forme-là, c'est-à-dire voilà, là, la notation déchiffrée des pattes de mouche de Lovecraft. Alors qu'est-ce qu'il raconte, par exemple, le mercredi 14 janvier? Qu'il s'est levé de bonne heure, qu'il a eu 2 coups de fil, qu'il a appelé au téléphone Sonia, et qu'il a dactylographié la lettre pour sa tante Liliane, qu'il a bossé pour Houdini, le magicien. Justement, on va pouvoir développer tout ça. Et Richardson, alors Richardson, c'est Kirk qui... Kirk qui arrange un voyage. Alors Richardson me demandait plus ce que c'est là tout de suite. Fix SLRM, Samuel Loveman répare sa machine à écrire Remington. Cette Remington qui s'est achetée en 1906 quand il avait 16 ans. Et puis petit à petit, ça le barbera, mais il n'achète jamais de machines plus confortables. Ils ont été mangés dans un bistrot qui s'appelle le Tiptoe. Et puis ensuite, ils ont continué à discuter chez Loveman. Et puis chez lui ensuite, l'on visitait Morton et Leeds. Fin de la journée. C'est banal? Ouais, mais là justement, t'as une trace, t'as le mot Houdini, et tu vas pouvoir remonter l'histoire d'Houdini, du New York Times, tu vois. New York Times, 15 janvier 1925, 3 coups de feu provoquent la panique dans un théâtre chinois, au point le plus dramatique d'une pièce donnée la nuit dernière par 40 acteurs chinois. Alors, je vais bosser comme un dingo,
Alors c'est ça qu'après j'ai arrêté, en gros, l'été donc 2015, il y avait tellement de boulot que j'ai laissé tomber ce truc du New York Times. Ben ouais, mais je vais le reprendre, vous inquiétez pas, pas de problème. Enfin non, à moi de m'inquiéter, sur toi tu vas bien y arriver, justement. Mais quelquefois, vous voyez, je le fais un petit peu long. Gerald Chapman, la figure centrale, le cerveau du plus spectaculaire vol de convoi postal dans la ville de New York. Et oui, mais justement, tu vas retrouver là des choses qui concernent l'univers des films, l'univers du polar, l'univers... Et lui, toujours up noon, levé à midi... Packing, See Moving Man, ben oui, c'est qu'on déménage l'ancien appartement de Sonia, Belknap et les autres, ils appellent ça Boys. Allez, on se retrouve avec les mecs chez Belknap. Quand tous sont là, on part à la cafétéria à 1h30, puis maison écrire. Mais chaque fois, ça veut dire que 365 fragments, tu fabriques un bonhomme. Et vous savez, mon fichier Word, quand je l'ai ouvert là, ces derniers jours, il faisait 697 pages. Alors là, je l'ai réduit avec la mise en page, là, ça fait plus que 480 et quelques. Mais est-ce que ça fait un livre ? Il me faut de l'élan. Et c'est pour cet élan que j'ai besoin de vous. C'est cet élan qui sera collectif. Alors la décision, c'est de se dire, tu peux plus prendre ça globalement, c'est trop lourd. J'espère bien aussi faire un petit tour à New York là, dans l'année. J'ai besoin d'aller respirer tout ça. Mais se dire... Là, le carnet, cette folie de carnet. Si je prends, par exemple, là, non, là c'est loin, là on est au 16 décembre 2025, mais oui, ça peut durer un an. On devrait tenir jusqu'au 6 janvier 1926. Mais si chaque fois... Alors, il y a des jours, c'est infernal. Là, quand on sera le vendredi 27 mars et qu'il faudra s'occuper là de cette affaire-là et de déchiffrer ça et de remonter ça, ben oui, mais justement, là, se dire... J'ai hésité, peut-être si vous avez vu mon bilan là 2024, j'étais encore pas décidé, je le fais ou non. Après il y a un moment tu te dis j'ai pas le droit de fuir, ce sera mon début. Alors des petites vidéos, il y en aura. Alors là des petites vidéos, des fois est-ce que tu en as à faire ou pas à faire si je prends ces petites choses là de janvier. Peut-être les vidéos, ce ne sera pas tous les jours, mais j'ai quand même envie d'appuyer les deux, c'est-à-dire il s'est passé ça, eh bien allons voir moi ce que j'en ai raconté et pourquoi j'ai choisi là cet article du New York Times et là même les publicités, c'est génial d'explorer tout ça. Donc la forme, ce sera par email. Chaque matin, vous aurez un email. J'en ai déjà préparé le premier. Ça va partir à qui ? Moi tout seul, évidemment. Mais je pense que je ne serai pas tout seul longtemps. Donc si vous voulez me rejoindre, ça y est, c'est en ligne sur le site. Alors j'ai mon petit dossier et voilà mon premier, à quoi il ressemble. Il y a une page de une qui ne bougera pas parce qu'il y a un QR code et un lien fixe. Et avec le QR code et le lien, vous pouvez tranquillement aller regarder les lettres précédentes et les archives. Dans cette page d'iconographie, il y aura la page du carnet. Donc, des fois, ce sera 5 jours ou 5 jours. D'autres fois, je le grossirai. Je vais jouer un petit peu avec ça. Il y aura... Là, j'ai mis la une de New York Times, mais il y aura soit une pub, soit l'iconographie qui est prise. Et puis, New York, vous savez, c'est la Public Library de New York, qui a une immense base de données. Et pour l'année 1925, ils ont mis en ligne plus de 15 000 images de New York de cette année-là. Alors, moi, évidemment, on va se balader aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'il y aura cette page iconographique. Et puis là, comment ça se présentera ? Eh bien, justement, comme je vous ai montré tout à l'heure.
Jeudi 1er janvier, Mouth, Final, Loud and Valise. Dinner at Belknap's. Dernière valise du déménagement, dîner chez les Belknap. Et puis là, on parle de Belknap Long, et puis l'adresse du 169, et puis que Sonia a trouvé un travail à Cincinnati, et voilà. Et le New York Times, qu'est-ce qui s'est passé le 1er janvier 1925? Regardez, Rockaway Avenue, à Brooklyn, un automobiliste renverse un enfant de 7 ans qui meurt en arrivant à l'hôpital. Un des enfants qui jouait avec le premier, Dominique Ciccio, il s'appelle, a relevé l'immatriculation, mais le chauffard s'est enfui. Pris de vertige, Sidney Label, 25 ans, un livreur de chez Steinway, revenant à l'usine, a voulu arrêter son camion, mais en a perdu le contrôle. Tentant de descendre, il a glissé sous les roues arrière, a été tué. Un nommé Bernard Friedman, de New York, a renversé la petite Stella. Dans le Bronx, la nuit dernière, traversant pour échapper à un soudain écroulement dans un chantier, Anderson Avenue, Daniel Delora, 37 ans, a été renversé par une voiture conduite. Voilà, c'est tout. Dans le New York Times du 1er janvier 1925, un rédacteur avait pris la liste de tous ceux qui avaient eu le tort, le malheur de croiser leur destin à l'aube, là, d'une nouvelle année. Moi, j'ai pris ça, et puis ça. Vous l'aurez, et vous l'aurez tous les matins par mail. Est-ce que c'est moi qui vous fais un cadeau? Non, c'est vous qui me faites un cadeau. Parce que vous me dites, demain matin, tu me mets quoi dans ton mail? Et tu parles de ça. T'es sûr que t'as bien fait les recherches, là, sur ce truc? Voilà. Donc ce sera une année avec Lovecraft. Moi, ce sera le taf du matin. Et j'espère que vous ne me laisserez pas trop tout seul là-dedans, parce que franchement, vous verrez. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup pourquoi? Pour Lovecraft? Non, ça vaut le coup pour comment on écrit, pourquoi on écrit, qu'est-ce qui se passe dans nous, qu'est-ce qu'on travaille sur nous. Et que ça passe aussi par le sommeil, par ce qu'on bouffe, par les relations avec les potes, par tout ça. Et c'est ça qu'on va ouvrir là. Lovecraft, 1925-2025. Toute l'année, un mail par jour. Mais je peux pas le faire tout seul. Le reste est sur le site. Ciao.